à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce plateau le professeur Ousmane Sène. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, vous êtes donc du WARC et on va faire un retour sur les discours de fin d'année pour le président de la République Macky Sall, oui, mais également le discours de début d'année pour Karim Meïssa Wade. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des deux discours? La quintessence d'abord de ces deux discours. Bon, la solennité et puis pour le président sortant, un bilan, mais en même temps une projection vers un futur proche. Donc une promesse de tenir des élections qui brilleront par leur exemplarité. Chez Karim Wade, des regrets qu'il a été contraint à l'exil par rapport à la terre qui lui est la plus chère possible dans le monde, et que voilà, il avait une ambition pour le Sénégal, et que s'il venait à gagner les élections, à partir de ce moment, ce serait un nouveau départ pour le Sénégal à partir de 2024. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'ils ont dit. Si je n'oublie pas le fait que le président nous rassure sur son futur, sur son avenir, parce qu'il va mettre en place une fondation qui ne sera pas nécessairement, qui s'appellera pas nécessairement servir le Sénégal comme la fondation de son épouse, mais qui s'occupera de grandes questions et en particulier de questions internationales. Voilà en bref les différents éléments importants qui ont été dans le discours. Mais on peut également dire pour le président de la République donc que ça a été un discours d'adieu, mais aussi un discours bilan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un discours d'adieu, et d'ailleurs, et je l'ai fait remarquer, il a utilisé les mêmes termes que le président Senghor. Et si effectivement, vous référez à la chanson de Viviane dédiée à Senghor, vous l'entendez dire « Je vous fais mes adieux, je viens vous faire mes adieux ». Faire mes adieux, ça a été exactement ce que le président Macky Sall a dit. Après, il a fait son bilan exhaustif, même si certains disent qu'il n'a pas fait son bilan immatériel, mais celui-là, il est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire les démêlés de certains avec la justice, la nécessité de garder la paix et la sécurité dans ce pays, qui nécessairement invite peut-être des mesures qui ne sont pas du goût de tout le monde. Mais le bilan a été exhaustif par rapport aux réalisations et aussi le vœu de voir ces initiatives qui ont produit ce qu'elles ont produit au Sénégal continuer. Alors on l'espère parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont quand même changé le visage du Sénégal. Je dis souvent à certains que pour moi, au moins le premier bilan ou la première réalisation, où il y en a deux, quitter Dakar et savoir que je n'ai pas besoin de passer par Kaolack et de perdre une heure, passer par le fond de Foundiougne, c'est important. Et ce pont-là, par rapport à mon enfance aussi, a un sens. Mais il y a une autre réalisation. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle international education, c'est-à-dire recevoir au Sénégal des professeurs en particulier américains. Il y a un groupe qui vient dans moins de 10 jours, et recevoir aussi des étudiants des universités américaines, mais chaque fois je les mets en rapport avec le Sénégal des profondeurs pour qu'ils découvrent, si vous voulez, notre culture. Il y a un village qui se trouve, qui s'appelle Dassilame Serer. La dernière fois que je suis allé là-bas, j'étais surpris parce qu'à 1 kilomètre, je voyais leur lumière. Je dis, les gens de Dassilame Serer ont pris cette fois-ci un groupe électrogène plus puissant. C'était pas ça, c'est la Sénélec qui est passée par là. Et des villages qui avaient besoin de groupes électrogènes pour me faire ces luttes-là, ces séances de lutte traditionnelles que je donnais à mes visiteurs venus de l'étranger. Maintenant, on le faisait avec l'électricité sans trop de problèmes. C'est des changements, vous ne pouvez sentir ce que c'est que si vous avez vécu dans ces coins et recoins du Sénégal, et pour la première fois, vous savez que vous touchez un bouton et il y a la lumière. Vivre avec des lampes tempêtes, vivre avec des pots de Nescafé que l'on trouve pour mettre une mèche, mettre du pétrole et après allumer avec toute la fumée qui est là et apprendre vos cours
vos leçons avec ça. Et il faut passer par là pour savoir ce que ça veut dire avoir de l'électricité. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une mince affaire et il faut qu'on le reconnaisse quand même. Il y a eu des choses de ce genre-là dans beaucoup de secteurs. Alors, dans le discours, qu'est-ce que vous attendiez et que vous n'avez pas entendu? Du côté de Macky Sall, du président de la République, oui. Après, on va parler de... Oui, je crois qu'il a dégagé des perspectives par rapport à l'avenir. Enfin, il n'a pas parlé ce que les gens appellent le bilan immatériel, c'est-à-dire de cette situation où il y a des emprisonnements, où il y a des candidats potentiels qui risquent de ne pas passer. Il n'a pas parlé de tout ça directement, mais en fait, il a ébauché en invoquant l'absolue nécessité de préserver la sécurité et nos forces de défense dans ce pays-là. Parce que nous sommes à une période où les menaces extérieures sont féroces, il ne faut pas que des situations intérieures puissent faire le lit de ces menaces-là. Alors, je voudrais être précis. Je ne veux pas comprendre qu'on dise oui, mais ça, on le dit pour nous apeurer et pour que nous n'agissions pas. Je ne vais pas dans ce sens-là. Je sens, au vu de tout ce qui se passe autour de nous, au vu de ce qui s'est passé au Mali avant qu'il y ait les coups d'État, avec Tombouctou qu'on a voulu raser, et d'autres phénomènes, je dis que la menace est là. Et les djihadistes ont une ambition. Lier l'Afrique de l'Ouest au niveau des pays enclavés, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, que ce soit plus haut, le Tchad, que ce soit le Burkina Faso, les relier à la mer. Exactement, l'accès à la mer. Or, vous ne pouvez pas accéder à la mer sans avoir le Sénégal et Dakar. Donc ça, c'est des menaces potentielles qui sont là. Il faut que, si jamais le moment vient, et j'espère que ce moment ne viendra jamais, qu'on puisse avoir un sursaut national, pouvoir taire nos différences et savoir que ce qui compte c'est le Sénégal et pouvoir quand même faire cause commune pour défendre. Je crois que ça n'a pas été une menace, c'est le rappel des périls qui sont comme une épée de Damoclès sur nos têtes et on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Prions le ciel et prions nos forces de défense et de sécurité parce que je leur tire le chapeau que ça ne se produise jamais. Oui. Voilà. Alors, parlant de Karim Wade, qui, au-delà de la posture républicaine, la forme a parasité le fond de son discours finalement, parce que des gens se sont interrogés. C'est de l'intelligence artificielle ou c'est lui-même qui parle? Oui, alors ça, moi je ne connais pas l'intelligence, enfin je soupçonne, mais je ne connais pas comment ça fonctionne. Si on lui prête ça, que c'est de l'intelligence artificielle, alors il y a un degré d'humanité et d'humanisme qui n'est pas apparu dans son discours. La rigidité a dû prendre le pas sur cette souplesse et cette mobilité humaine. Et ce n'est pas une bonne publicité. Oui, j'ai entendu une partie du discours. Il y a eu beaucoup de solennité. Il y a eu des regrets par rapport à ses amis morts dont il ne peut pas faire le deuil. Il y a eu un exil de 7 ans. Il y a eu aussi, si vous voulez, un procès dont il dit qu'il a été injuste et que tout ça, c'était fait pour l'accabler. Mais il sort une possibilité d'espoir, une lueur d'espoir pour ses alliés, qu'il va bientôt rentrer au Sénégal. C'est la première fois qu'il parle de rentrer. C'est la première fois qu'on entend le mot rentrer au Sénégal, retourner au Sénégal de la bouche de Karim Wade. Ce retour de Karim a été publié un peu partout, urbi et orbi dans le Sénégal, mais c'est d'autres personnes qui parlent. Exactement. Et il y a d'ailleurs certains observateurs qui disent que maintenant qu'il l'a clamé tout haut, il va nécessairement venir. Et même si on est dans l'expectative pour la date de ce Oui, mais justement, c'est ça qui manquait. Oui, il n'y a eu aucune date, on n'a pas parlé de par jour. ses partisans. Oui, on n'a même pas parlé de mois, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. C'est ce suspense-là qu'on a eu pendant 7 ans. Maintenant, peut-être qu'il a débloqué en partie le suspense parce que c'est lui qui l'a dit. Ça, c'est sorti de sa bouche. Voilà. Mais professeur, revenir à la veille d'une présidentielle et remporter les suffrages des Sénégalais après 7 ans, comme vous l'avez dit, sans compter un certain désamour
qu'il y a eu avec son électorat. Oui. Vous pensez le challenge possible? Oui, d'autant plus que moi, je m'attendais à ce que, ne serait-ce que pour 5 petites minutes, il nous prouve une chose. Oui, moi, Karim Wade, je suis sénégalais pur jus, je parle wolof. Oui. C'est-à-dire, son discours a été en français, mais dans son cas, on s'attendait à ce que ne serait-ce que pour 2 minutes, qu'il nous entretienne en wolof pour que les gens éclatent. Voilà, le Karim dont vous disiez qu'il ne porte pas un traitement de wolof, voilà. Et à partir de ce moment, ça aurait excité des attentes et des espoirs. Parce que là, il aurait au moins réglé un problème qu'il a par rapport au peuple sénégalais, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer dans la langue nationale. Mais effectivement, ce hiatus de 7 ans, les militants, beaucoup ont dû être découragés à force d'attendre. Attendre pendant 7 ans, ce n'est pas attendre pendant 7 minutes. Et on est en politique. Pendant cette période de vide-là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du PDS? Il y a eu déjà au niveau du PDS des remous, les renouvellements des instances et tout ça. Il y a eu beaucoup de frustration. On a vu même des ténors du PDS, Toussaint Manga par exemple, aller ailleurs. Et il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui sont partis sans qu'on soit au courant. Même s'il y en a qui reviennent également. Oui, mais il y en a l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui, c'est ça qui revient au Diallo. Je l'ai entendu hier. Je l'ai entendu hier. Kalidou Diallo. Oui, Kalidou Diallo. Mais avec toute cette attente-là, pour lesquelles on n'a eu pratiquement rien en retour, est-ce qu'il pourra faire revivre le PDS comme à l'époque de son papa? Ça va être très difficile pour lui. C'est vrai aussi que ça peut faire en sorte qu'il y ait un sursaut quelque part. Le voilà en chair et en os dans sa voiture, je l'ai vu, je vais renouveler ma carte. Peut-être. Peut-être. Alors, l'actualité, c'est également le Conseil constitutionnel, avec actuellement la vérification des parrainages. C'est l'étape en cours. Beaucoup de rejets et d'invalidation à ce stade. Est-ce que cela vous surprend, professeur? Ah oui, non, c'est pas surprenant, parce que franchement, on ne va nommer personne. Mais il y a certains profils ou certaines candidatures, on se disait, mais d'où vient ce monsieur-là, incognito, dans pratiquement tous les secteurs de la vie, et puis on pose une candidature, ou bien alors, connu de tout le monde, mais sans que qui que ce soit pense à un profil présidentiel, et on se met là debout, je vais postuler. Je crois que ces choses-là ont beaucoup surpris, et quand on a parlé de 200 candidatures potentielles et plus, les gens étaient un peu indignés quand même. Et on quand même une présidentielle, c'est du sérieux. C'est-à-dire que les gens se disaient, où va le Sénégal? On a une pléthore de partis politiques et une pléthore de candidats à la présidentielle. Ça fait un peu désordre, ça fait un peu anarchie. Mais je crois que le Conseil constitutionnel, comme il est en train de fonctionner là, est en train peut-être de rétablir les équilibres qu'on voudrait voir. On n'aimerait pas aller au scrutin, prendre ces bulletins de vote et en avoir plus d'une vingtaine dans les mains. Ça, c'est pas possible. Exactement. Les Sénégalais auront du mal à gérer ça. Et quand je vois ce qui s'est passé jusqu'à présent, sur 40 plus dossiers, il n'y en a que 4 qui ont été pris. Et je ne veux pas être méchant, mais je dis c'est une très bonne chose. Parce que le jour du vote, on n'aura pas plus de 10 candidats parmi lesquels choisir. Je crois que ça, c'est une très bonne chose. Les doublons que l'on voit au niveau des parrainages, bon, je n'irai pas jusqu'à dire c'est de la négligence, c'est de l'amateurisme. Parce qu'au fond, en toute bonne foi, vous pouvez prendre la carte d'identité de quelqu'un qui vient se proposer. Et si jamais quelqu'un qui vient se proposer va proposer les mêmes services à quelqu'un d'autre sans que vous soyez au courant, vous n'êtes pas responsable. Ou bien si l'argent passe par là. Mais on a même parlé d'entrepreneurs de parrainage. Parce qu'ils ont monnayé, certains ont monnayé. Non, il y en a qui ont dit en faire un business. On vous envoie aller cueillir des voix. Certains ont dit qu'il y a certains parrainages, on les a eu avec des espèces sonnantes et très méchantes. Honnêtement, je n'ai pas été le témoin de ça.
mais ça aussi c'est une façon de dénaturer ce qui s'appelle la démocratie. La démocratie n'est pas compatible avec le règne de l'argent. À partir de ce moment, ça devient très compliqué à gérer. Alors, professeur, toujours avec ces candidatures à la candidature, 93 se sont présentés devant le Conseil constitutionnel, mais avec évidemment certains qui ont des dossiers incomplets. Est-ce que les filtres ont bien fonctionné? Est-ce qu'on les a bien établis dans la chronologie? Oui. Par exemple, exiger d'abord l'argent avant d'aller retirer les fiches. Oui, mais c'est-à-dire que c'est soit les filtres ou la procédure. Je crois que la procédure n'a pas permis aux gens de dire dès l'entame, dès que vous amenez un dossier qui est incomplet, immédiatement vous êtes rejeté. Exactement. Et je crois que ça devrait être ça. Quelle que soit la partie du dossier qui est incomplète sur les 9 ou 8 ou 9 critères dès l'instant qu'un critère n'est pas rempli, vous gelez le dossier là. En plus, moi j'aurais suggéré que en amenant le dossier là, il faut qu'il se trouve que vous avez déjà payé les 30 millions. Parce que ça, c'est un facteur dissuasif. Et on ajoute, une fois que vous payez les 30 millions, si vous ne passez pas certains critères, par exemple le critère du parrainage, vous échouez, vous perdez vos 30 millions. Comme ça, les amateurs ou ceux qui veulent tout simplement se faire un nom, ils vont essayer... Les candidats publicitaires, mais voilà, ils vont essayer de se dire, est-ce que ça vaut la peine que je perde 30 millions? Mais vous le faites comme ça, il n'y a rien qui vous arrête. C'est trop facile. Je crois que je ne suis pas juriste à nouveau et je ne suis pas dans la politique. Je ne prétends pas connaître les choses mieux que les autres, mais peut-être qu'il faudrait qu'on serre un peu plus les vis pour que quand même des gens farfelus comme moi ne soient pas tentés d'aller dire que oui, je vais être président du Sénégal. Je ne suis pas encore maire de Sokone, alors. Alors, professeur, sans tomber dans la démocratie censitaire, comme on dit, 30 millions, est-ce assez pour après administrer ou gérer 7 000 milliards de budget? Oui, mais c'est-à-dire que là aussi, ça a été par consensus. Il y a un moment où on parlait d'un chiffre beaucoup plus important. Exactement. Les gens arrosent sur le bourricot. Oui, c'est une entrave à la démocratie. C'est ça. Moi, j'ai suivi ce débat-là. On avait mis la barre assez haut. On dit, oui, mais ils l'ont fait pour entraver la démocratie. Le Sénégal n'est pas une démocratie mûre. On empêche les gens, de tourner en rond. Et de négociation en négociation, on arrive à un consensus de 30 millions. Mais c'est à partir de ce moment qu'il fallait serrer les vis. 30 millions. Mais une fois que vous les mettez, vous ne les retirez pas. Sauf si vous remplissez tous les critères, vous remplissez tous les critères, vous y allez, vous n'êtes pas élu président, vous avez rempli les critères, vous avez fait campagne, on vous donne. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez même pas être, vous ne pouvez même pas faire campagne parce que votre candidature a été invalidée parce qu'elle est incomplète, mais là, il faut que vous restituiez, il faut que vous perdiez vos 30 millions. Et je raisonne là-dessus. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas des fonctionnaires. S'ils sont des fonctionnaires, c'est le budget du Sénégal qui les paye. C'est le budget du Sénégal qui les paye, c'est les impôts des Sénégalais qui les payent. Pourquoi permettront-on à quelqu'un qui sait qu'il n'ira nulle part de vouloir perdre le temps des membres du Conseil constitutionnel? C'est le temps des Sénégalais qu'ils font payer. Donc on garde les 30 millions. Alors, professeur, on a parlé des invalidés ici au Sénégal. Un célèbre invalidé probable aux États-Unis, c'est Donald Trump. Vous êtes donc directeur du WARC, spécialiste de la littérature américaine. Le cas Donald Trump, on ne peut pas ne pas l'évoquer avec vous. Invalidé par la justice au Colorado, même s'il se bat pour... Et au Maine. Exactement. Donc, il risque de ne pas aller à l'élection présidentielle aux États-Unis avec ses démêlés judiciaires également. Qu'est-ce que ça vous inspire? La première chose... Apparemment, l'Amérique profonde tient à Trump malgré tous ces jusqu'à présent, problèmes. Il traîne des foules. Il n'y a personne dans le parti républicain qui puisse lui tenir la dragée haute. Or, la dame Haley et DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, tout ça, c'est des hommes politiques avec un certain gabarit au niveau du parti républicain. Mais jusqu'à présent, aucun des candidat possible au Parti républicain ne peut le tenir la dragée haute. Ça, quand même, ça pousse à réfléchir pourquoi
une certaine frange importante de la population américaine est si inféodée à Donald Trump, parce que peut-être pour la première fois, il leur donne la parole. Donald Trump n'est pas un intellectuel. Donald Trump n'est pas un universitaire. Il n'est pas de l'establishment. Il n'est pas de l'establishment. Il a beau être milliardaire et industriel, il tient un discours au ras des pâquerettes, mais aussi, il invoque des idées et il invoque des situations qui semblent être favorables aux Américains des profondeurs. Ces gens-là, ils n'ont pas envie que vous leur parliez de ce qui se passe en Iran, de ce qui se passe en Irak, ou même de ce qui se passe en Israël, sauf s'ils sont juifs. Ce dont ils ont entendu, ce qu'ils veulent entendre, c'est combien leur pomme de terre va coûter sur le marché. Quotidien. Est-ce que vraiment on va réduire les impôts? Est-ce qu'on va leur assurer le travail? C'est ça, MAGA, Make America Great Again, la grandeur de l'Amérique, qu'il perçoit comme étant la priorité qui sera donnée et presque exclusivement aux Américains. C'est ce discours qu'ils veulent entendre, avec aussi le charisme de Donald Trump. Et là, il est en train de faire des razzias. Mais attention, les carottes ne sont pas encore cuites, ni pour lui, ni contre lui. Pour une raison bien simple. Il y a 2 États qui ont dit qu'ils ne lui permettront pas de postuler à la présidence. Mais c'est des États. En dernier recours, il y a l'institution suprême sur tous les États-Unis, la Cour suprême. Il y a aussi d'autres États qui ne sont pas encore prononcés. Il y a un État, je crois que c'est le Michigan, où la gouverneure a dit qu'elle n'a pas l'impression, en lisant la Constitution, que ce serait juste qu'elle dise que Donald Trump ne peut pas se présenter. Ceci pose quoi? Ceci pose sur la table quel problème? Si vous voulez, la démocratie américaine est là depuis des siècles. Exactement, Mais il suffit qu'un candidat à la présidence se comporte de manière pas républicaine pour que tout se mette à vaciller. Heureusement que leurs institutions sont extrêmement fortes. Et c'est ça qui permet de garder la chose. Mais si Donald Trump avait un certain pouvoir, une certaine force, il allait certainement, il y a quelques années, inverser la situation et faire un coup d'État. Parce qu'il était sur ces pas-là. Exactement, avec ce qui s'est passé au COP. Ne l'ont pas suivi. Et voilà, le chef d'état-major général des forces armées américaines le lui a clairement dit, et les autres institutions ont fonctionné, et au moins, même certains politiciens qui étaient de son côté ont fini par dire on ne va pas se solidariser avec toi parce que ça c'est anti-républicain. Voilà. Mais cet exemple-là, dans le pays que l'on prend comme l'une des plus grandes démocraties et qui fasse valser les choses à ce point, ça veut dire que la démocratie est une denrée rare. Quand on l'a, il faut faire tout pour la préserver. Et la meilleure façon de la préserver, c'est de jouer le jeu. C'est-à-dire d'avoir une posture républicaine. Posture républicaine, c'est respecter les règles qui sont là pour tout le monde. On n'a pas dit d'être le béni oui-oui de qui que ce soit, on n'a pas dit ça, mais au moins de respecter les règles qui nous gouvernent tous si on est une nation et un pays et une république. De grandes batailles donc en perspective aux États-Unis pour Donald Trump. Un grand combat ici au Sénégal, c'était hier. Vous êtes féru de culture, je vais dire, de lutte particulièrement, et vous l'avez dit avec souvent vos partenaires américains, vos étudiants. Vous avez fait aimer le Sénégal par cette lutte très rapidement avec la pression de la régie. Il faut qu'on en parle très rapidement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Modou Lo, champion incontesté des arènes? Très serein. Vous voyez son visage, il y a une certaine pureté qui se dégage, mais une confiance en Dieu qui est renouvelée, avec le peu de talisman qu'il a et le peu d'eau bénite dont il s'enduit le corps. Il est devenu très sobre mystiquement. Et je crois que il a tout rattaché à Dieu, entendons par Dieu Allah, parce que pour d'autres, il y a d'autres dieux. Et que, finalement, c'est Mohamed et Allah qui décide. Et s'il décide que c'est Modou Lo qui va gagner, Modou Lo qui va gagner. Mais à contrario, le comportement de Boy Niang prouve à contrario que Modou Lo n'a pas tort. Parce qu'il s'est injecté combien de litres d'eau sur le corps avec tous les autres gris-gris. Malgré tout cela,
il a combattu, mais il a perdu. Et je crois que c'était une scène très belle. Et je vais vous dire pourquoi. Les deux lutteurs ont combattu loyalement. À la fin, ils se sont fait la l'accolade. Oui. C'est extrêmement sportif. Exactement. En plus, le public a été là, a aimé, est parti sans rien casser. Exactement. C'était pareil aussi lors de son dernier combat avec Ama Baldé. Exactement. Toujours de Pikine, si on a cette image de la lutte qu'on peut projeter aussi bien pour les Sénégalais que pour le reste du monde, mais à partir de ce moment, la lutte serait encore plus notre sport national, et on aurait intérêt à véritablement travailler pour faire en sorte que la lutte soit un sport, un spectacle aimé de tout le monde et qui draine foule. Ça draine foule déjà. Mais il y a certains Sénégalais qui disent oui, mais l'ambe c'est sauvage parce que les coups. Hey, la lutte n'est pas plus sauvage que la boxe. Ils disent oui, mais c'est un truc. Hey, attention, le lutteur sénégalais est plus beau et plus décent que le lutteur de sumo. Parce que sumo ben lu rek ngay def fi sa yaram sa cër yeb di feñ, mais Sénégal au moins sa ngemb vous protégez les parties. Voilà. Donc je crois que honnêtement on a intérêt à réfléchir encore sur la lutte. C'est un acquis, c'est une partie de notre patrimoine qui nous appartient et qui nous identifie. Et je vous le dis, il y a une semaine, non, il y a 4 semaines ou 5, j'ai amené une soixantaine de... C'est ce que j'allais vous demander. Vos amis à qui vous faites une soixantaine de personnes, découvrir la lutte avec frappe, qu'est-ce qu'ils vous disent? Une soixantaine de personnes de nationalités aussi différentes que des Afghans, des Pakistanais, des Indiens, des Turcs et même des Mongols, sans oublier les Américains, sont venus ici. On a fait notre atelier. Je les ai amenés à Toubacouta. Et on a eu notre combat de lutte là-bas à Medina Sangako. La chorégraphie que ces jeunes-là du village ont créée, les batteries de tam-tam, les danses, les chants et les combats extraordinaires de lutte simple. Quand on est sorti, ils étaient émerveillés. Ils m'ont dit, Ousmane, nous ne savions pas que le Sénégal était aussi beau. Ces combats de lutte-là, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça de notre vie. Et notre grande patronne a dit, ça fait 20 ans que je travaille, je n'ai jamais vu une meilleure organisation que celle du Sénégal. Moi, je dois ça à la lutte. Je sais ce dont je parle. Je n'ai jamais été lutteur, mais j'ai grandi dans la lutte. Et je retrouve la lutte aussi dans la poésie de Senghor. Et à travers ça, je retrouve même ma mère qui chantait dans ses chants de riz. Tout ça, c'est la culture qui revient. Et je crois que lolo nak xam nga tok sa ciosan dundu ko be kontaan ci, mais nga won ko aussi ñu joggé bitim rew ñu né yeen li ngeen am ñun amuñu ko. Mais lolu comme ça à partir de ce war nga mëna bakku. Donc nañ ci gorgolu lutteur nañ ci japp, xalé yi dem ci lamb ji nañ ci japp, nañ bayyi violence bi. Et que lutteurs yi aussi am na ci ñoo xam ne yaafus lañ kat nañ dem ba pare dem ba def mbapat balaa ñuy dugg ci voilà félicitations. Très bien dit professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Merci beaucoup professeur. Merci d'ailleurs. Que d'émotion avec la lutte avec vous. Merci à vous également mesdames, messieurs de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.